Il était encore très tôt. Mère Abigaël ne dormait pas. Elle essayait de prier. Elle se leva dans le noir, s'agenouilla dans sa robe de nuit de coton blanc et posa le front sur sa Bible, ouverte aux Actes des Apôtres. La conversion de Saül sur le chemin de Damas, la lumière l'avait aveuglé et les écailles qui recouvraient ses yeux étaient tombées. Les Actes, dernier livre de la Bible où la doctrine s'appuyait sur des miracles. Mais qu'étaient les miracles, sinon la divine main de Dieu à l'œuvre sur terre? Oh, elle aussi avait des écailles sur les yeux. Tomberait-elle jamais? Dans la chambre silencieuse, on n'entendait que le petit sifflement de la lampe à pétrole, le tic-tac de son vieux réveil et le murmure de sa prière. Montre-moi mon péché, Seigneur, je l'ignore. Je sais que j'ai manqué quelque chose que tu voulais me faire voir. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas aller au cabinet, je ne te vois plus, Seigneur. J'ai l'impression de parler dans un téléphone en panne quand je te prie. Ce n'est pourtant pas le moment. En quoi t'ai-je offensé? Je t'écoute, Seigneur. J'attends que parle la petite voix dans mon cœur. Elle écoutait. Elle posait ses doigts gonflés par l'arthrite sur ses yeux et se pencha encore plus en avant, essayant de voir clair dans sa tête. Mais tout était noir, noir comme sa peau, noir comme la terre en friche qui attend la bonne semence. Je t'en prie, Seigneur, Seigneur, je t'en prie. Mais l'image qui lui apparut fut celle d'une route solitaire de terre dans une mer de maïs. Une femme portait un sac de jute plein de poulets fraîchement tués, et les belettes arrivèrent. Elle fonçait en avant et donnait des coups de dents dans le sac. Elle sentait le vieux sang du péché, le sang frais du sacrifice. Elle entendit la vieille femme appeler Dieu, mais sa voix géniarde ne portait pas. C'était une voix récriminatrice, qui ne priait pas humblement que la volonté de Dieu soit faite, quelle que soit sa place à elle, dans l'ordre des choses décidées par le Seigneur. Une voix qui exigeait que Dieu la sauve pour qu'elle puisse accomplir son travail. Son travail, comme si elle lisait dans l'esprit de Dieu et qu'elle pût subordonner sa volonté à la sienne. Les belettes se firent plus audacieuses. Le sac de jute commença à se déchirer sous leurs coups de dents, et ses doigts à elle étaient trop vieux, trop faibles. Quand il n'y aurait plus de poulet, les belettes auraient encore faim et reviendraient la manger. Oh oui, elles reviendraient. Puis les belettes s'éparpillèrent, piaillant dans la nuit, laissant le sac à moitié dévoré, et elle pensa, ivre de joie, Dieu m'a sauvé finalement, loué soit son nom. Dieu a sauvé sa bonne et fidèle servante. Oh non, pas Dieu, vieille femme, moi. Dans sa vision, elle se retourna, et dans sa gorge, que la peur étranglait, elle sentit comme un goût de cuivre. Là, se frayant un passage à travers le maïs, comme un fantôme d'argent, avançait un énorme loup des montagnes, mâchoire béante en une grimace sardonique, ses yeux comme des braises. Il portait autour du cou un collier d'argent massif d'une beauté barbare, duquel pendait une petite pierre de jet le plus noir. Et au centre de la pierre, un petit éclat rouge, comme un œil, ou une clé. Elle se signa et fit le geste qui chasse le mauvais œil, mais les mâchoires de la bête ne s'en ouvrirent que plus grands, et entre elles pendait le muscle rose de sa langue. Je viens te chercher, mère. Pas maintenant, mais bientôt. Nous te chasserons comme les chiens chassent le cerf. Je suis tout ce que tu penses, mais plus encore. Je suis l'homme magique, je suis l'homme de la dernière heure. Tes gens me connaissent mieux que toi, mère. Ils m'appellent Jean le Conquérant. Va-t'en, laisse-moi, au nom du Dieu Tout-Puissant. Mais elle avait si peur. Pas pour les gens qui l'entouraient, représentés dans son rêve par les poulets dans le sac, mais bien pour elle. Elle avait peur dans son âme, peur pour son âme. Ton Dieu n'a pas de pouvoir sur moi, mère. Sa flamme vacille. Non, c'est pas vrai. Ma force est celle de 10, et je monterai au ciel avec des ailes, comme les aigles. Mais le loup grimaçait toujours et se rapprocha encore. Elle s'écarta de son haleine, lourde et sauvage. C'était la terreur de l'heure de midi, la terreur de la nuit profonde. Elle avait peur, affreusement peur. Et le loup, toujours grimaçant, se mit à parler avec deux voix différentes, répondant aux questions qu'il se posait. Qui a fait jaillir l'eau du rocher quand nous étions assoiffés? Moi, claironna le loup. Et qui nous a sauvés quand nous manquions de force? Demanda le loup grimaçant, dont la gueule n'était plus qu'à quelques pouces d'elle, dont l'haleine respirait le charnier. Moi, répondit le loup, toujours plus près, la gueule pleine de crocs acérés, les yeux rouges et remplis de morgue. Tombe à genoux et loue mon nom.
Je suis celui qui fait jaillir l'eau dans le désert. Loue mon nom. Je suis le bon et fidèle serviteur qui fait jaillir l'eau dans le désert, et mon nom est aussi le nom de mon maître. La gueule du loup s'ouvrit toute grande pour l'engloutir. Mon nom, murmurait-elle, loue mon nom. Béni soit Dieu qui nous prodigue ses bienfaits, que la création tout entière loue son nom. Elle leva la tête et regarda autour d'elle comme si elle était ivre. Sa Bible était tombée par terre. L'aube embrasait déjà la fenêtre qui donnait vers l'est. « Oh, mon Dieu !» cria-t-elle d'une voix tremblante. « Qui a fait jaillir l'eau du rocher quand nous étions assoiffés ? Était-ce cela ? Dieu du ciel, était-ce cela ? Était-ce pour cela que des écailles avaient recouvert ses yeux, l'empêchant de voir les choses qu'elle aurait dû connaître ? Des larmes amères roulèrent de ses yeux. Péniblement, elle se releva et s'avança vers la fenêtre. Ses hanches et ses genoux lui faisaient si mal, comme si on lui transperçait les articulations avec de grosses aiguilles émoussées. Elle regarda dehors et sut alors ce qu'il lui fallait faire. Elle se dirigea vers le placard, fit passer sa chemise de nuit de coton blanc par-dessus sa tête et la laissa tomber sur le plancher. Elle était nue maintenant, et son corps était sillonné de rides si nombreuses qu'il aurait pu être le lit du grand fleuve du temps. « Que ta volonté soit faite, dit-elle, et elle commença à s'habiller. Une heure plus tard, elle descendait l'avenue Mapleton en direction de l'ouest, vers les forêts et les ravins qui bordaient ce côté de la ville. Stu était à la centrale électrique avec Nick quand Glenn les rejoignit, hors d'haleine. « Mère Abigail, elle est partie !» Nick lui lança un regard dur. « Mais qu'est-ce que vous dites ?» s'écria Stu, en l'attirant aussitôt à l'écart des ouvriers qui refaisaient le bobinage d'un alternateur. Glenn hocha la tête. Il était venu en bicyclette, plus de 8 kilomètres, et il essayait encore de reprendre son souffle. « Je suis allé la voir pour lui parler de la réunion d'hier soir, et pour lui passer l'enregistrement, si elle voulait l'entendre. Je voulais qu'elle soit au courant de l'histoire de Tom. C'est une idée qui me tracasse beaucoup. Tout ce que Franny nous a dit m'a travaillé pendant la nuit. Je voulais la voir assez tôt, parce que Ralph m'a dit que 2 autres groupes arrivent aujourd'hui, et vous savez qu'elle aime accueillir les nouveaux. Je suis arrivé chez elle vers 8h30. J'ai frappé, et comme elle ne répondait pas, je suis entré. Je pensais repartir si elle dormait encore, mais je voulais être sûr qu'elle n'était pas morte. Elle est si vieille. » Les yeux de Nick étaient rivés sur les lèvres du professeur. « Mais elle n'était pas là, et j'ai trouvé ça sur son oreiller. » Il leur tendit une serviette de papier sur laquelle était écrit ce message en grosses lettres tremblées. « Je dois partir pour un bout de temps. J'ai péché par présomption en croyant connaître la volonté de Dieu. J'ai commis le péché d'orgueil, et il veut que je retrouve ma place dans son œuvre. Je serai bientôt de retour parmi vous, si telle est la volonté de Dieu. Signé Abby Fremantle. »« Putain de bordel, dis-tu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nick ?» Nick prit le message et le relut, puis il le rendit à Glenn. L'expression dure qu'il avait eue tout à l'heure avait complètement disparu. Son visage n'était plus marqué que d'une infinie tristesse. « Moi, je pense qu'il faut convoquer l'assemblée pour ce soir, » dit Glenn. Nick secoua la tête. Il sortit son bloc-notes, écrivit sa réponse, déchira la feuille et la tendit à Glenn. Stu lisait par-dessus son épaule. « L'homme propose, Dieu dispose. Mère Abigail aimait cette maxime, elle la citait souvent. Glenn, vous avez dit vous-même qu'elle obéissait à une voix intérieure, qu'elle obéissait au commandement de Dieu, ou à ses illusions. On ne peut rien faire, elle est partie, et nous n'y pouvons rien. »« Mais la réaction, commença Stu. »« Ah oui, naturellement, il va y avoir des réactions, dit Glenn. Nick, tu ne penses pas que nous devrions au moins nous réunir pour en discuter ? » ?»« Pourquoi faire ? Écrivit Nick. Pourquoi une réunion qui ne servira à rien ? » ?»« Nous pourrions organiser des recherches, dit Glenn. Elle ne peut pas être bien loin. » Nick entoura les 2 cercles de sa phrase. L'homme propose, Dieu dispose. Et en dessous, il écrivit « Si vous la trouviez, comment feriez-vous pour la ramener ? Vous lui mettriez des chaînes ?»« Oh non, certainement pas, » s'exclama Stu. « Mais nous ne pouvons pas la laisser comme ça se promener toute seule. Elle s'est mis dans la tête qu'elle a offensé Dieu. Et si elle se disait maintenant qu'elle doit aller faire pénitence dans la solitude du désert, comme un prophète de l'Ancien Testament ? »« Je suis presque sûr que c'est exactement ce qu'elle fait, » écrivit Nick.
Alors, tu vois bien, dit Stu. Glenn posa la main sur le bras de Stu. Du calme, mon garçon, dit-il. Voyons d'abord quelles sont les conséquences de tout ça. Mais je m'en fous des conséquences, dit Stu. On ne va pas laisser une vieille femme se promener jour et nuit jusqu'à ce qu'elle meure de froid ou de faim. Mais ce n'est pas simplement une vieille femme, dit Glenn, c'est Mère Abigail, et ici elle est le pape. Et si le pape décide qu'il doit aller à pied à Jérusalem, est-ce que vous allez discuter avec lui si vous êtes un bon catholique? Bon sang, c'est pas la même chose, dis-tu, et vous le savez bien. Mais si, c'est la même chose, dit Glenn. Absolument. Du moins, c'est ainsi que les gens de la zone libre vont le comprendre. Seriez-vous prêt à dire que vous êtes sûr que Dieu ne lui a pas dit d'aller se perdre dans le désert? Non, dis-tu, mais... Nick avait écrit quelque chose et il tendit son message à Stu, qui eut du mal à déchiffrer certains mots. L'écriture de Nick était généralement impeccable, mais cette fois il était pressé, peut-être impatient. Stu, ça ne change rien, avait écrit Nick. Sauf que le moral de la zone libre va probablement en souffrir. Mais ce n'est même pas sûr. Les gens ne vont pas s'en aller parce qu'elle est partie. En revanche, ça veut dire que nous n'aurons plus, pour le moment, à lui demander son approbation, et c'est peut-être préférable. Oh, je deviens dingue, dis-tu. Parfois, nous parlons d'elle comme si c'était un obstacle à contourner. Et parfois, vous parlez d'elle comme si c'était le pape, comme si elle était incapable de ne rien faire de mal, même si elle le voulait. Mais il se trouve que je l'aime, moi. Qu'est-ce que tu veux, Nicky? Que quelqu'un tombe sur son cadavre à l'automne, dans un de ces canyons à l'ouest de la ville? Tu veux qu'on la laisse là-bas, ou elle va faire un beau festin pour les corbeaux? Stu, dit doucement Glenn, c'est elle qui a décidé de partir. Oh mon Dieu, quelle merde, dis-tu. À midi, toute la communauté savait que Mère Abigail avait disparu. Comme Nick l'avait prévu, la réaction générale fut plus de la résignation attristée que de l'inquiétude. Mère Abigail était partie prier pour voir plus clair, afin de pouvoir les aider à trouver le droit chemin lors de l'assemblée du 18. Je ne veux pas blasphémer en disant qu'elle est Dieu, dit Glenn au cours du pique-nique qu'ils firent dans le parc, mais elle est quand même une sorte de Dieu par procuration. La force de la foi d'une société se mesure à la dégradation que cette foi subit quand son objet empirique disparaît. Vous voulez bien répéter demanda Stu. Eh bien, quand Moïse a détruit le veau d'or, reprit Glenn, les Israélites ont cessé de l'adorer. Mais quand le temple de Baal a été détruit par une inondation, les adorateurs de Baal ont décidé que leur Dieu n'était pas si formidable que ça, tout compte fait. Toutefois, Jésus est parti à la pêche depuis 2000 ans, et les gens continuent non seulement à suivre ses enseignements, mais ils vivent et meurent en croyant qu'il finira par revenir, et que tout reviendra comme avant quand il sera revenu. C'est la même chose qui se passe avec Mère Abigail pour les gens de la zone libre. Ils sont parfaitement sûrs qu'elle va revenir. Est-ce que vous leur avez parlé? Oui, répondis-tu, et j'ai vraiment du mal à le croire. Une vieille femme se promène en pleine nature, et tout le monde dit j'espère bien qu'elle va ramener les tables de la loi à temps pour l'Assemblée. Et c'est peut-être ce qui va arriver, reprit Glenn sans enthousiasme. Mais tout le monde n'est pas aussi décontracté. Ralph s'arrache les cheveux, et s'il continue, il sera bientôt aussi chauve que moi. Un bon point pour Ralph, dis-tu, en regardant Glenn dans les yeux. Et vous, le prof, comment vous réagissez? Je préférerais que vous m'appeliez autrement, dit Glenn. Ce n'est quand même pas très digne, mais je vais vous répondre. C'est quand même drôle. Voilà qu'un bon gars du Texas est beaucoup plus insensible aux paroles d'évangile de cette vieille dame que le vieux sociologue agnostique et mal embouché que je suis. Moi, je pense qu'elle va revenir. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'en pense Franny? Je n'en sais rien, dis-tu. Je ne l'ai pas vue de toute la matinée. Elle pourrait tout aussi bien être en train de bouffer des sauterelles et du miel sauvage avec Mère Abigail. Nom de Dieu, Glenn, j'espère que la vieille va bien. Fran ne savait pas que Mère Abigail était partie. Elle était restée enfermée toute la matinée à la bibliothèque, en train de feuilleter des ouvrages de jardinage. Elle n'était pas la seule étudiante, d'ailleurs. 2 ou 3 autres personnes consultaient des livres sur l'agriculture. Un jeune homme à lunettes, d'environ 25 ans, était plongé dans un livre intitulé « 7 moyens de faire vous-même votre électricité ». Une jolie petite blonde d'environ 14 ans était absorbée dans la lecture de 600 recettes faciles. Elle sortit de la bibliothèque vers midi et descendit la rue Walnut pour rentrer chez elle.
À mi-chemin, elle tomba sur Shirley Hammett, la femme d'un certain âge, qui avait fait partie du groupe de Dinah, de Suzanne et Patty Kroger. Shirley allait beaucoup mieux depuis qu'elle était arrivée à Boulder, jolie, pleine d'assurance, et elle s'arrêta pour dire bonjour à Fran. Quand pensez-vous qu'elle reviendra demanda Shirley. Je pose la question à tout le monde. Si nous avions un journal, ce serait un sujet formidable pour faire un sondage. Comme dans le temps. Que pensez-vous de la position du sénateur Bouchetrou sur la crise pétrolière? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais de qui parlez-vous demanda Fran. De Mère Abigail, naturellement, dit Shirley. Vous débarquez, ma chère. Je ne comprends pas du tout, dit Fran. Que s'est-il passé? Eh bien, personne n'en sait rien, répondit Shirley. Et elle raconta à Fran ce qu'elle savait. Elle est partie dit Fran. Mais comment ça? Oui, mais naturellement, elle va revenir, dit Shirley. C'est ce que disait son message, en tout cas. Si telle est la volonté de Dieu, fit Fran. Oui, enfin, c'est simplement une façon de parler, j'en suis sûr, répondit Shirley, en regardant Fran avec une certaine froideur. Oui, dit Fran, je l'espère en tout cas. Et merci de la nouvelle, Shirley. Avez-vous encore la migraine? Non, plus du tout, répondit-elle. Et je vais voter pour vous, Fran. Pardon, fit-elle. Elle avait l'esprit ailleurs. Elle essayait encore d'assimiler la nouvelle de la disparition de Mère Abigail. Un instant, elle n'eut pas la moindre idée de ce que voulait dire Shirley. Je veux parler du comité permanent. Ah oui, merci, dit Fran. Je ne suis même pas sûr de vouloir en faire partie. Vous vous en tirerez très bien, vous et Suzy, dit Shirley. Mais je dois m'en aller maintenant, Fran. À bientôt. Et elles se séparèrent. Fran se dépêcha de rentrer, espérant que Stu en saurait plus long. La disparition de la vieille dame, juste après leur réunion de la veille au soir, lui inspirait une sorte de crainte superstitieuse. Elle n'aimait pas que la vieille dame ne soit plus là pour approuver leur grande décision, comme d'envoyer des espions à l'ouest. Elle était partie. Fran avait l'impression que ses responsabilités n'en seraient que plus lourdes. L'appartement était vide quand elle arriva. Stu était parti depuis un quart d'heure. Le mot laissé sous le sucrier disait simplement « De retour à 9h30. Je suis avec Ralph et Harold. Ne t'inquiète pas, Stu. » Ralph et Harold, pensa-t-elle, et elle sentit une vague crainte qui n'avait rien à voir avec Mère Abigail. Mais pourquoi aurait-elle peur? Mon Dieu, si Harold essayait de faire quelque chose de pas très correct, Stu n'en ferait qu'une bouchée. À moins qu'Harold n'arrive par derrière et... Elle eut froid tout à coup. Elle se prit les coudes. Que pouvait donc bien faire Stu avec Ralph et Harold? De retour à 9h30, avait-il écrit. Mon Dieu, c'est encore bien loin. Elle resta un moment dans la cuisine, en regardant le sac à dos qu'elle avait posé sur la table. Je suis avec Ralph et Harold. La petite maison d'Harold, rue Arapahoe, serait donc vide jusqu'à 9h30 ce soir? À moins, naturellement, qu'ils ne soient tous là. Et s'ils étaient là, elle pouvait les rejoindre et satisfaire sa curiosité. C'est une histoire de quelques minutes à bicyclette. S'il n'y avait personne, elle découvrirait peut-être quelque chose qui la tranquilliserait, ou... Mais elle préférait ne pas y penser. Te tranquilliser, lui dit une petite voix, ou te rendre encore plus folle? Suppose que tu trouves quelque chose de bizarre. Alors quoi? Qu'est-ce que tu feras? Elle n'en savait rien, pas la moindre idée, pas la plus minuscule. Oh, ne t'inquiète pas, Stu, pensa-t-elle. Mais il y avait de quoi s'inquiéter. À cause de l'empreinte de ce pouce dans son journal. Parce qu'un homme qui vole votre journal, qui fouille dans vos pensées intimes, cet homme-là n'a pas beaucoup de principes ni de scrupules. Et cet homme peut parfaitement se glisser derrière quelqu'un qu'il déteste et le pousser dans le vide, ou prendre une grosse pierre, ou un couteau, ou un revolver. Oh, ne t'inquiète pas, Stu. Mais si Harold faisait ça, il serait fini à Boulder. Et qu'est-ce qu'il ferait ensuite? Fran savait ce qu'il ferait. Elle n'était pas encore sûre qu'Harold soit le genre d'homme qu'elle imaginait maintenant, mais elle savait dans son cœur qu'il y avait un endroit pour les gens comme lui. Oh oui, sans aucun doute. Elle remit son sac à dos et sortit. 3 minutes plus tard, elle remontait Broadway en direction de la rue Arapahoe sous un soleil éclatant. Ils sont sûrement dans le salon d'Harold, ils prennent le café et ils parlent de Mère Abigail. Oui, tout va bien, tout va parfaitement bien. Mais la petite maison d'Harold était vide, plongée dans le noir et fermée à clé. Une chose étrange à Boulder.
Autrefois, vous fermiez derrière vous pour que personne ne vole votre télé, votre stéréo ou les bijoux de votre femme. Mais maintenant, les stéréos et les télés ne coûtaient rien. De toute façon, elles ne vous auraient pas servi à grand-chose puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Et pour les bijoux, il suffisait d'aller à Denver pour en ramasser un plein sac. Pourquoi fermes-tu ta porte, Harold, quand il n'y a rien à voler? Parce que personne n'a aussi peur de se faire voler qu'un voleur. C'est ça, non? Franny n'avait pas l'étoffe d'un cambrioleur. Elle s'était résignée à repartir quand elle eut l'idée d'essayer les vasistas du sous-sol. Le premier qu'elle poussa bascula en grinçant, et la poussière qui recouvrait la vitre tomba à l'intérieur. Fran regarda derrière elle, mais il n'y avait personne. Harold était seul à habiter ce quartier plutôt excentrique. Étrange. Harold pouvait bien sourire à s'en décrocher la mâchoire. Il pouvait bien vous donner des tapes dans le dos, passer toute la journée à bavarder avec les gens. Il pouvait bien vous offrir un coup de main quand c'était nécessaire, et parfois même quand ça ne l'était pas. Il pouvait bien tout faire pour que les gens l'aiment, et les gens l'estimaient beaucoup à Boulder. Mais cet endroit où il avait choisi de vivre, encore autre chose, non? Autre chose qui révélait un aspect légèrement différent de la vision qu'Harold se faisait de la société et de la place qu'il y occupait. Oui, peut-être. Peut-être aimait-il simplement le calme. Elle se glissa par le vasistas, salissant son chemisier, et se laissa tomber à l'intérieur. Le vasistas était maintenant à hauteur de ses yeux. Franny n'avait pas plus l'étoffe d'un gymnaste que d'un cambrioleur, et pour ressortir tout à l'heure, elle allait devoir grimper sur quelque chose. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Le sous-sol avait été aménagé en salle de jeu. Un projet dont son père avait toujours parlé, mais qu'il n'avait jamais entrepris, pensa-t-elle, avec un petit pincement de tristesse. Pins noueux sur les murs, haut-parleurs quadriphoniques encastrés, faux plafonds insonorisés. Un grand coffre rempli de puzzles et de livres, un train électrique, un circuit de petites voitures. Et puis un baby-foot sur lequel Harold avait posé une caisse de coca. C'était la pièce des enfants. Des posters partout sur les murs. Le plus grand, un peu jauni déjà, montrait George Bush à la sortie d'une église de Harlem, les bras levés, un grand sourire aux lèvres. Une énorme légende en lettres rouges. Pas de boogie-woogie pour le prince du rock'n'roll. Tout à coup, elle se sentit plus triste qu'elle ne l'avait été depuis... Elle ne s'en souvenait pas, à vrai dire. Elle avait eu son compte de chocs, de peur et de terreur. Elle avait connu le chagrin sauvage, ravageur, mais cette tristesse profonde et tranquille était quelque chose de nouveau. Et avec elle déferla soudain une vague de nostalgie pour Gunkitt, pour l'océan, pour les jolies collines et les forêts du Maine. Sans aucune raison, elle pensa à Agus, le gardien du parking de la plage municipale d'Ogunquit, et un instant elle crut que son cœur allait éclater. Que faisait-elle ici, prise entre les immenses plaines et les montagnes qui séparaient le pays en deux? Ce n'était pas son pays, elle n'avait rien à faire ici. Elle laissa échapper un sanglot qui lui parut si désolé, si solitaire, qu'elle colla ses deux mains sur sa bouche pour la deuxième fois de la journée. « Oh, ça suffit, Franny, vieille savate. Ces choses-là ne s'oublient pas comme ça. Si tu veux pleurer, pleure plus tard, mais pas ici, dans la cave d'Harold. Le boulot d'abord. » Elle s'avança vers l'escalier, et elle eut un petit sourire amer en passant devant le poster de George Bush. « Ils t'ont quand même fait danser le boogie-woogie, pensa-t-elle. En tout cas, quelqu'un. » En haut des marches, elle crut que la porte allait être fermée, mais elle s'ouvrit sans difficulté. La cuisine était propre et bien rangée, la vaisselle faite et mise à sécher dans l'égouttoir, le petit réchaud à gaz Coleman brillant comme un sous-neuf. Mais une odeur de graillon flottait dans l'air, comme un fantôme de l'ancien Harold, l'Harold qui était entré dans cette partie de sa vie au volant de la Cadillac de Roy Brannigan, alors qu'elle était en train d'enterrer son père. « Je serais bien embêtée si Harold rentrait maintenant, pensa-t-elle. Et l'idée la fit tout à coup regarder derrière elle. Elle s'attendait presque à voir Harold debout à la porte du salon avec son éternel sourire. Mais il n'y avait personne, et son cœur s'était mis à cogner un peu trop fort dans sa poitrine. Rien dans la cuisine. Elle se dirigea donc vers le salon. Il faisait sombre, si sombre qu'elle en fut mal à l'aise. Non seulement Harold fermait ses portes à clé, mais il ne levait pas ses stores. Une fois de plus, elle eut l'impression de découvrir une manifestation inconsciente de la vraie personnalité d'Harold. Pourquoi garder les stores baissés dans une petite ville où, pour les vivants, stores baissés et rideaux fermés marquaient les maisons des morts? Le salon, comme la cuisine, était d'une propreté impeccable, mais meublé sans aucun goût.
La cheminée était belle pourtant, une énorme cheminée de pierre dont le foyer était si grand qu'on aurait pu s'asseoir à l'intérieur. Ce qu'elle fit un instant en regardant autour d'elle. Elle sentit une pierre bouger en s'asseyant. Elle allait se lever pour la regarder lorsqu'on frappa à la porte. Comme étouffée sous un énorme matelas de plumes, elle sentit la peur tomber sur elle. Paralysée par la terreur, elle ne respirait plus, et ce n'est que plus tard qu'elle se rendit compte qu'elle s'était mouillée un peu. On frappait encore, une demi-douzaine de coups secs décidés. Mon Dieu, au moins les stores sont baissés, heureusement. Mais aussitôt, elle se rappela qu'elle avait laissé sa bicyclette dehors, où tout le monde pouvait la voir. L'avait-elle vraiment laissée là? Elle essayait désespérément de réfléchir, mais rien ne lui venait à l'esprit, sauf cette phrase sans queue ni tête, qui lui rappelait cependant quelque chose. Avant de retirer la taupe de l'œil de ton voisin, retire la tarte du tien. Des coups encore, et une voix de femme. Il y a quelqu'un? Fran était figée comme une statue. Elle se souvint tout à coup qu'elle avait laissé sa bicyclette derrière la maison, sous la corde à linge. On ne la voyait pas de devant. Mais si le visiteur décidait d'essayer par la porte de derrière... Le bouton de la porte de devant, Franny pouvait le voir au fond du petit couloir, commença à tourner dans un sens et dans l'autre. Je ne sais pas qui c'est, mais j'espère qu'elle est aussi gourde que moi avec les serrures, pensa Franny. Et elle dut aussitôt s'écraser les deux mains sur la bouche pour étouffer un bêlement insensé qui faillit bien sortir malgré elle. C'est alors qu'elle vit la tache sur son pantalon de coton et qu'elle comprit à quel point elle avait eu peur. Au moins, elle ne m'a pas fait chier dans mon froc, se dit-elle. Pas encore. Et le rire voulut repartir de plus belle, hystérique. Puis, avec un soulagement indescriptible, elle entendit des pas qui s'éloignaient de la porte et s'éloignaient sur l'allée de ciment d'Harold. Fran ne décida pas consciemment de faire ce qu'elle fit ensuite. À pas de loup, elle courut à la fenêtre et souleva légèrement le store. Elle vit une femme dont les longs cheveux noirs étaient parcourus de mèches blanches. La femme monta sur un petit scooter Vespa, et quand le moteur démarra, elle rejeta ses cheveux en arrière et les attacha avec une barrette. C'est Nadine Cross, celle qui est arrivée avec Larry Underwood, mais connaît-elle Harold? Puis le scooter démarra avec une petite secousse et disparut bientôt. Les jambes molles, Fran poussa un profond soupir. Elle ouvrit la bouche pour laisser fuser le rire qu'elle retenait depuis longtemps, sachant le bruit qu'il ferait, un petit rire chevrotant. Mais au lieu de rire, elle éclata en sanglots. 5 minutes plus tard, trop nerveuse pour poursuivre ses recherches, elle grimpa sur une chaise d'osier pour sortir par le vasistas du sous-sol. Une fois dehors, elle parvint à repousser suffisamment loin la chaise pour ne pas laisser un indice trop révélateur. Elle n'était quand même plus à la même place, mais les gens remarquent rarement ce genre de choses. Et Harold ne semblait utiliser le sous-sol que pour ranger ses caisses de coca. Elle referma le vasistas et alla chercher sa bicyclette. Elle avait eu si peur qu'elle se sentait très faible et que la tête lui tournait un peu. Au moins, ma culotte est en train de sécher, pensa-t-elle. La prochaine fois, mets-toi des culottes en caoutchouc. Elle sortit de la cour d'Harold et s'éloigna de la rue dès qu'elle put. Un quart d'heure plus tard, elle était de retour chez elle. L'appartement était silencieux. Elle ouvrit son journal, contempla la tache de chocolat et se demanda où pouvait bien être Stu. Elle se demanda si Harold était avec lui. « Oh, Stu, rentre s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Après le déjeuner, Stu avait quitté Glen pour rentrer chez lui. Assis dans son salon, il pensait à Mère Abigail. Nick et Glen avaient-ils vraiment raison de ne rien vouloir faire? C'est alors qu'on frappa à la porte. « Stu, tu es là ?» C'était Ralph. Harold était avec lui. Son sourire était plus discret que d'habitude, comme quelqu'un qui essaye de prendre un air compassé à un enterrement. Ralph, encore sous le coup de la disparition de Mère Abigail, avait rencontré Harold une demi-heure plus tôt. Ralph aimait ce Harold qui semblait toujours avoir le temps d'écouter ce que vous aviez à dire quand quelque chose n'allait pas. Harold qui ne semblait jamais attendre quoi que ce soit en retour. Et Ralph lui avait raconté toute l'histoire de la disparition de Mère Abigail et lui avait fait part de ses inquiétudes. La vieille femme risquait d'avoir une crise cardiaque, de se casser quelque chose, de mourir de faim ou de froid. « Et tu sais qu'il pleut presque tous les après-midi, dit Ralph, tandis que Stu leur servait du café. Si elle se mouille, elle va certainement attraper froid, et ensuite une pneumonie, à coup sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire demanda Stu.
On ne peut pas la forcer à revenir si elle veut pas. Non, répondit Ralph, mais Harold a une idée. Stu se tourna vers le jeune homme. Et comment ça va, Harold? Très bien, et toi? Répondit-il. Pas mal, dit Stu. Et Fran, est-ce que tu t'occupes bien d'elle? Demanda Harold. Il regardait Stu avec des yeux légèrement moqueurs, mais Stu eut l'impression que les yeux d'Harold étaient comme le soleil sur l'eau de l'ancienne carrière de Brackman dans son petit village. L'eau avait l'air si agréable, mais elle cachait un trou si profond que le soleil n'y avait jamais pénétré. 4 jeunes garçons s'étaient noyés dans la jolie carrière de Brackman. De mon mieux, répondit Stu. Et alors, c'est quoi cette idée, Harold? Voilà, dit-il. Je peux comprendre la position de Nick et celle de Glenn. Ils ont compris que Mère Abigail est un symbole théocratique pour la zone libre, et apparemment, ils vont bientôt devenir les porte-parole de la zone. Stu avala une gorgée de café. Attends, qu'est-ce que tu veux dire avec ton symbole théocratique? Un symbole matériel d'une alliance avec Dieu, expliqua Harold, dont les yeux se voilèrent un peu. Comme la Sainte Communion ou les vaches sacrées en Inde. Stu commençait à comprendre. Ah oui, je vois. Ces vaches qui marchent dans la rue et empêchent les voitures de circuler, c'est ça. Elles peuvent se balader dans les magasins et décider de s'en aller où elles veulent. Oui, c'est bien ça, dit Harold. Mais la plupart des vaches sont malades, Stu. Elles meurent de faim et certaines ont la tuberculose. Et tout ça parce qu'elles sont un symbole. Les gens sont convaincus que Dieu s'occupera d'elles, comme les gens de la zone sont convaincus que Dieu s'occupera de Mère Abigail. Mais j'ai mes doutes sur un Dieu qui dit de laisser une pauvre vache se balader toute seule jusqu'à ce qu'elle en crève. Ralph avait l'air mal à l'aise. Stu comprenait sa réaction. Il n'aimait pas qu'on parle ainsi de Mère Abigail. Harold n'était pas loin du blasphème. De toute façon, reprit Harold, nous ne pouvons pas changer les gens, ni l'idée qu'ils se font de Mère Abigail. Et nous ne voulons pas d'ailleurs, s'empressa d'ajouter Ralph. Oui, c'est exact, dit Harold. Après tout, c'est elle qui nous a rassemblés ici. Et mon idée, c'est d'enfourcher nos fidèles coursiers et d'explorer cet après-midi les environs de Boulder, du côté ouest. Si nous ne nous éloignons pas trop, nous pourrons rester en liaison par talkie-walkie. Stu hocha la tête. C'était exactement ce qu'il voulait faire. Vache sacrée ou pas, Dieu ou pas, ce n'était pas juste de laisser une vieille dame toute seule dans la nature. Rien à voir avec la religion, on ne pouvait tout simplement pas la laisser toute seule. Et si nous la trouvons, ajouta Harold, nous lui demanderons si elle a besoin de quelque chose. Oui, par exemple qu'on la ramène, ajouta Ralph. Au moins, nous saurons où elle est, dit Harold. Bon, d'accord, dis-tu, je pense que c'est une très bonne idée. Laisse-moi simplement le temps d'écrire un mot pour Fran. Et tandis qu'il écrivait son mot, il sentit le besoin de regarder derrière lui, de voir ce qu'Harold faisait quand Stu ne le regardait pas, de voir l'expression de ses yeux. Avec l'accord des autres, Harold avait choisi de prendre la route sinueuse de Nederland, pour la bonne raison que la vieille femme ne se trouverait sans doute pas dans les parages. Si lui n'aurait pas pu faire à pied la route de Boulder à Nederland en un jour, encore moins cette vieille conne. Mais le trajet était joli, et la promenade lui donnerait l'occasion de réfléchir. Il était maintenant 7h moins le quart, et Harold était sur le chemin du retour. Il avait laissé sa Honda au bord de la route, et s'était assis à une table de pique-nique. Un coca devant lui, il mangeait une saucisse fumée avec les doigts. Le talkie-walkie, accroché au guidon de la Honda, antenne sortie, crachota un peu. C'était la voix de Ralph. Les radios ne portaient pas très loin, et Ralph était plus haut, sur le mont Flagstaff. « Au cirque Sunrise! Rien par ici! L'orage !» Puis la voix de Stu, plus forte et plus claire. Il était dans le parc Shotoka, à 6 kilomètres environ d'Harold. « Répète, Ralph !» Ralph répéta son message, en criant tant qu'il pouvait dans son micro. « Il va avoir une attaque, pensa Harold. Splendide façon de terminer la journée. »« Elle n'est pas ici ! Je redescends avant qu'il fasse nuit. Terminé. »« Bien compris, répondit Stu d'une voix découragée. « Harold, tu es là ?» Harold se leva et s'essuya les doigts sur son pantalon. « Harold ! Harold, tu m'entends ?» Harold fit un geste obscène avec son index, l'index que ces crétins d'hommes des cavernes appelaient le gratte-con au lycée d'Ogunquit. Puis il appuya sur le bouton du micro et dit d'une voix très agréable, avec juste ce qu'il fallait de découragement. « Je suis là. Je m'étais éloigné un peu.
J'avais cru voir quelque chose dans le fossé, mais c'était simplement un vieux blouson. À toi. D'accord, dit Stu. Tu peux venir à Shotoka, Harold. On pourrait attendre Ralph tous les deux. Terminé. Ah, t'aimes donner des ordres, hein, enfoiré. J'ai peut-être une petite surprise pour toi. Peut-être. Harold, tu m'entends? C'était encore Stu. Oui, Stu. J'étais dans les nuages. J'arrive dans un quart d'heure. Est-ce que t'as entendu, Ralph? Demanda Stu. Harold fit une grimace et pointa son gratte-con dans la direction de la voix de Stu, en esquissant un petit sourire. Prends ça, enfoiré de mes deux. Bien compris, on se retrouve dans le parc Shotoka, répondit la voix lointaine de Ralph, au milieu des craquements et des parasites. J'arrive moi aussi, dit Harold. Terminé. Il éteignit le talkie-walkie et rentra l'antenne. Mais il resta à califourchon sur la Honda sans démarrer. Il portait un gros blouson rembourré des surplus de l'armée, très confortable quand on fait de la moto à 1800 mètres d'altitude, même au mois d'août. Mais le blouson avait une autre utilité. Il était pourvu de nombreuses poches à fermeture éclair, et dans l'une de ces poches se trouvait un 38 Smith & Wesson. Harold sortit le revolver et le soupesa. L'engin était chargé, il était lourd, très lourd, comme s'il comprenait que sa mission était de donner la mort. Ce soir? Oui, pourquoi pas? Il s'était embarqué dans cette expédition dans l'espoir de se trouver seul avec Stu. Et ce moment n'allait plus tarder, tout à l'heure, dans le parc Shotoka, dans moins d'un quart d'heure. Mais il n'avait pas perdu son temps en cours de route. Harold n'avait jamais eu l'intention d'aller jusqu'à Nederland, un misérable petit village perché au-dessus de Boulder, dont le seul titre de gloire avait été de servir autrefois de refuge à Patty Hearst quand elle était en fuite. Mais alors qu'il montait de plus en plus haut, la Honda bourdonnant doucement entre ses cuisses, que l'air froid coupant comme une lame de rasoir lui tailladait le visage, quelque chose s'était produit. Si vous posez un aimant à un bout d'une table et un bout de fer à l'autre, il ne se passe rien. Mais si vous rapprochez progressivement le bout de fer de l'aimant, il aimait bien cette image, il fallait qu'il la note dans son journal ce soir. Il arrive un moment où le mouvement que vous imprimez au bout de fer semble le propulser plus loin qu'il n'aurait dû aller. Le bout de fer s'arrête, comme s'il hésitait à le faire, comme s'il était devenu vivant, comme s'il en voulait à cette loi physique de l'inertie. Encore une petite poussée ou deux, et vous pouviez presque voir, ou même vous voyez vraiment, le bout de fer trembloter sur la table, comme s'il vibrait légèrement. Une dernière poussée, et l'équilibre entre frottement et attraction de l'aimant se rompt. Le bout de fer, bien vivant maintenant, se déplace tout seul de plus en plus vite et vient finalement se coller à l'aimant. Horrible et fascinante expérience. Lorsque le monde s'était écroulé en juin dernier, on ne comprenait pas encore très bien le magnétisme, mais Harold croyait savoir, même s'il n'avait jamais eu une tournure d'esprit très scientifique, que les physiciens qui étudiaient ces choses estimaient que le phénomène était intimement lié à celui de la gravité, et que la gravité était la clé de voûte de l'univers. Et tandis qu'Harold approchait de Nederland, qu'il avançait en direction de l'ouest, qu'il montait, que l'air devenait de plus en plus froid, que les cumulonimbus s'entassaient toujours plus haut derrière Nederland, Harold avait senti la même chose. Il s'approchait du point d'équilibre, et presque aussitôt après, il atteindrait le point de rupture. Il était ce bout de fer, si proche de l'aimant, qu'une petite poussée le propulserait plus loin que l'élan ainsi donné ne l'aurait fait en temps normal. Il se sentait vibrer. Jamais il n'avait connu d'aussi près une expérience religieuse. Les jeunes rejettent le sacré, car l'accepter revient à accepter que tous les objets empiriques finissent par mourir. Harold n'était pas différent. La vieille dame était une sorte de médium, et Flagg aussi, l'homme noir. Ils étaient des radios humaines, en quelque sorte, rien de plus. Leur véritable pouvoir résiderait dans les sociétés qui se formeraient autour de leurs signaux, si différents. Enfin, c'est ce qu'il avait cru. Mais assis sur sa moto, au bout de cette rue minable de Nederland, tandis qu'un voyant vert brillait sur le tableau de bord de sa Honda, comme l'œil d'un chat, et qu'il écoutait hurler le vent dans les pins et les trembles, il avait ressenti plus qu'une simple attraction magnétique. Il s'était senti investi d'un effroyable pouvoir, d'une puissance irrationnelle venue de l'Ouest, d'une attraction si grande que de trop y repenser maintenant le rendrait fou. Il avait senti que s'il aventurait beaucoup plus loin sur le fléau de la balance, toute volonté propre finirait par l'abandonner, et il se retrouverait comme il était, les mains vides. Et pour cela, même s'il n'en était pas responsable, l'homme noir le tuerait.
Il avait donc reculé, avec ce froid soulagement du candidat au suicide, qui tourne le dos après avoir longtemps contemplé le précipice. Mais il pouvait revenir ce soir, s'il le voulait. Oh oui, il pouvait tuer Stu d'une seule balle à bout portant, et puis rester tranquille, attendre l'arrivée du plouc de l'Oklahoma, et une autre balle dans la tempe. Personne ne remarquerait les coups de feu, le gibier était abondant, et les gens avaient commencé à faire des cartons sur les cerfs qui s'aventuraient jusque dans les rues de Boulder. Il était maintenant 7h moins 10. Il en aurait fini avec eux avant 7h30. Fran ne donnerait pas l'alarme avant 10h30 au plus tôt, ce qui lui laisserait amplement le temps de prendre la fuite, de s'en aller en direction de l'ouest, son journal caché au fond de son sac à dos. Mais pour cela, il ne fallait pas rester là, assis sur sa moto, en attendant que le temps passe. La Honda démarra au deuxième essai. Une bonne moto, Harold sourit. Harold au large sourire, Harold à la si belle humeur, et il prit la direction du parc Chotoka. La nuit commençait à tomber quand Stu entendit la moto d'Harold. Un instant plus tard, il apercevait son phare entre les arbres qui bordaient la route, puis le casque d'Harold. Harold qui tournait la tête à gauche et à droite, Harold qui le cherchait. Assis sur une grosse pierre, Stu l'appela en faisant de grands gestes. Une minute plus tard, Harold le vit, agita la main et continua à monter en seconde. Après cet après-midi dans les montagnes, Stu avait bien meilleure opinion d'Harold, pour la première fois peut-être. C'était Harold qui avait eu cette idée, une excellente idée, même si elle n'avait rien donné. Et Harold avait insisté pour prendre la route de Nederland. Il avait dû avoir froid, malgré son blouson. Et quand Harold arriva près de lui, Stu vit son perpétuel sourire, qui ressemblait tellement à une grimace. Son visage était blanc, marqué par la fatigue. Déçu de n'avoir rien trouvé, pensa Stu. Et tout à coup, il se sentit coupable de la manière dont Franny et lui l'avaient traité, comme si son sourire perpétuel et ses manières un peu trop amicales avec tout le monde avaient été une sorte de camouflage. Avait-il jamais pensé que le type essayait peut-être tout simplement de tourner la page, et qu'il s'y prenait peut-être un peu bizarrement, parce que pour lui c'était la première fois? Non, il n'y avait sans doute jamais pensé. Alors, rien trouvé demanda-t-il à Harold, en sautant en bas de la pierre où il était assis. Nada, dit Harold. Le sourire réapparut, mais un sourire mécanique, sans force, comme un rictus. D'une pâleur mortelle, son visage avait une étrange expression. Harold avait les mains enfoncées dans les poches de son blouson. Tant pis, dis-tu, mais c'était une bonne idée quand même. Et puis elle est peut-être déjà rentrée chez elle. Sinon on pourra recommencer demain. Oui, et nous risquons de tomber sur un cadavre, dit Harold. Peut-être, soupira Stu, c'est bien possible. Est-ce que tu veux venir dîner chez nous, Harold? Quoi? Fit-il. Harold tressaillit dans la pénombre qui s'épaississait sous les arbres. Son sourire parut encore plus forcé que d'habitude. Dîner, répéta patiemment Stu. Franny sera contente de te voir, c'est vrai. Elle serait vraiment contente. Oh, c'est vraiment gentil, répliqua Harold, manifestement mal à l'aise. Mais je suis. Bon, tu sais bien qu'elle me plaisait, et on ferait peut-être mieux de s'abstenir pour le moment. Rien contre toi en particulier. Vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux, ça je le sais. Et son sourire réapparut, débordant de sincérité, presque contagieux. Comme tu veux, Harold, dis-tu. Mais la porte est ouverte, hein, quand tu voudras. Merci, répondit Harold. Non, c'est moi qui te remercie, répondit Stu très sérieusement. Qui ça, moi demanda Harold. Bah oui, de nous avoir aidés à chercher Mère Abigail, dis-tu, quand tous les autres avaient décidé de laisser la nature suivre son cours. Et cela, même si nous n'avons rien trouvé. Allez, on se serre la main. Et Stu tendit la main. Harold la regarda, et Stu crut un instant qu'il allait refuser son geste. Puis Harold sortit la main de la poche de son blouson. Elle parut accrocher quelque chose, la fermeture éclair peut-être, et il serra rapidement la main que lui tendait Stu. La main d'Harold était moite. Stu lui tourna le dos pour regarder la route. Ralph devrait être déjà arrivé, dit Stu. J'espère qu'il ne s'est pas cassé la figure en descendant de la montagne. Ah non, le voilà. La lumière d'un phare clignotait en jouant à cache-cache avec les arbres. Oui, c'est lui, dit Harold, d'une voix étrangement blanche, derrière Stu. Il est avec quelqu'un, dit Stu. Quoi? Fit Harold. Regarde. Stu montrait un deuxième phare derrière le premier. Ah bon, fit Harold. Encore cette voix blanche, et cette fois Stu se retourna.
Ça va, Harold? Oui, je suis fatigué, c'est tout, répondit-il. Le deuxième phare était celui du vélo moteur de Glenn, qui ne voulait rien savoir des motos. À côté de sa petite machine, la Vespa de Nadine aurait presque fait l'effet d'une Harley. Nick Andros était assis derrière Ralph, et Nick les invitait tous à prendre le café dans la maison qu'il partageait avec Ralph. Un café arrosé de cognac, si le cœur leur en disait. Stu accepta, mais Harold déclina l'invitation. Il avait l'air épuisé. Il est certainement très déçu, pensa Stu, et il se dit que c'était le premier mouvement de sympathie qu'il ressentait pour Harold, une sympathie qui s'était trop longtemps fait attendre. Il reprit l'invitation de Nick à son compte, mais Harold secoua la tête. Non, décidément, il était complètement crevé. Il allait rentrer chez lui et dormir un bon coup. Quand il arriva chez lui, Harold tremblait si fort qu'il eut du mal à glisser sa clé dans la serrure. La porte s'ouvrit finalement, et il fonça à l'intérieur, comme s'il se croyait poursuivi par un maniaque. Il claqua la porte derrière lui, ferma à double tour et tira le verrou. Puis il s'appuya contre la porte, la tête penchée, les yeux fermés, au bord de la crise de larmes. Quand il se fut ressaisi, il s'avança à tâtons vers le salon et alluma ses 3 lampes à gaz. Il faisait clair maintenant dans la pièce, et c'était mieux ainsi. Il s'assit dans son fauteuil favori et ferma les yeux. Quand les battements de son cœur eurent un peu ralenti, il s'avança vers la cheminée, retira la pierre et prit son registre. Sa présence le rassura. Un registre, c'est un livre où vous tenez vos comptes, tant de prêtés, tant de rendus, intérêts et principal. Le livre où vous finissez par régler tous vos comptes. Il s'assit, chercha l'endroit où il s'était arrêté, hésita, puis se mit à écrire. 14 août 1990. Il écrivit pendant près d'1 heure et demie. Son stylo-bille courait d'une ligne à l'autre, page après page. Et son visage, tandis qu'il écrivait, était tantôt férocement ironique, tantôt vertueusement indigné, terrifié et joyeux, blessé et grimaçant. Quand il eut terminé, il lut ce qu'il avait écrit. « Voici mes lettres au monde, qui ne m'a jamais écrit », tout en se massant distraitement la main droite. Il remit le journal à sa place et reposa la pierre. Il était calme. Il avait vidé ce qu'il avait en lui. Sa terreur et sa fureur habitaient désormais les pages du journal. Sa détermination était plus forte que jamais. Et c'était bien ainsi. Parfois, écrire le rendait encore plus nerveux. Il savait alors qu'il n'écrivait pas la vérité, ou qu'il n'écrivait pas avec l'effort nécessaire pour affûter le bord émoussé de la vérité, afin de lui donner une arête tranchante, d'en faire une lame capable de faire jaillir le sang. Mais ce soir, il pouvait ranger son livre l'esprit serein. La rage, la peur, la frustration avaient trouvé leur exacte transcription dans le livre qui resterait caché sous sa pierre pendant qu'il dormirait. Harold releva l'un des stores et regarda dans la rue silencieuse. En voyant les montagnes, il pensa calmement qu'il avait bien failli continuer quand même, sortir le 38 et essayer de les abattre tous les 4. Il en aurait fini une bonne fois avec leur comité spécial qui puait l'hypocrisie. Sans eux, il n'aurait même pas eu le quorum. Mais au dernier moment, un dernier fil avait tenu au lieu de casser. Il avait réussi à lâcher son arme, à serrer la main de ce plouc, de ce salaud de traître. Et comment avait-il fait? Il ne le saurait jamais. Mais grâce à Dieu, il l'avait fait. La marque du génie est qu'il sait attendre son heure, et il attendait. Mais il avait sommeil, la journée avait été longue et mouvementée. Tandis qu'il déboutonnait sa chemise, Harold éteignit 2 des lampes et prit la 3e pour l'emporter dans sa chambre. Il traversait la cuisine quand il s'arrêta net. La porte du sous-sol était ouverte. Il s'approcha en tenant bien haut sa lampe et descendit les 3 premières marches. La peur montait en lui, chassait la sérénité de tout à l'heure. « Qui est là » fit-il. Pas de réponse. Il pouvait voir le baby-foot, les posters, et au fond de la pièce, les maillettes croquaient debout dans leur râtelier. Il descendit encore 3 marches. « Il y a quelqu'un » Non, il était sûr qu'il n'y avait personne, mais la peur refusait de s'en aller. Il descendit jusqu'en bas, sa lampe brandit bien haut au-dessus de sa tête. Sur le mur du fond, une ombre monstrueuse, énorme et noire, comme un grand singe, imita son geste. Y avait-il quelque chose par terre, là-bas? Ah oui. Il passa derrière le circuit de voiture électrique, s'approcha du vasistas par où Fran était entré. Sur le sol, il y avait un petit tas de poussière brune. Harold posa sa lampe à côté.
Au centre, aussi net qu'une empreinte digitale, les marques laissées par une chaussure de tennis. Pas en quadrillé, pas en zigzag, mais des groupes de cercles et de lignes. Il contempla l'empreinte et la grava dans sa mémoire, puis l'effaça d'un coup de pied. Son visage était blanc comme de la cire à la lumière de la lampe. « Oh, tu me le paieras » siffla Harold. « Je ne sais pas qui tu es, mais tu me le paieras, tu peux en être sûr. » Il remonta l'escalier et fouilla toutes les pièces de la maison à la recherche d'un autre signe de profanation. Mais il n'en trouva aucun. Quand il revint au salon, il n'avait plus du tout envie de dormir. Il était sur le point de conclure que quelqu'un, un enfant peut-être, s'était introduit chez lui par pure curiosité, quand l'idée de son registre explosa dans son esprit comme une fusée en plein cœur de la nuit. Le motif de l'effraction était si clair, si terrible, qu'il avait failli ne pas y penser. Il courut vers la cheminée, souleva la pierre et sortit le registre. Pour la première fois, il se rendait compte à quel point son journal était dangereux. Si quelqu'un l'avait trouvé, tout était perdu, et il était payé pour le savoir. Tout n'avait-il pas commencé à cause du journal de Fran? Le registre, l'empreinte d'un pied, allait-il en conclure qu'on avait découvert son secret? Oh non, mais comment en être sûr? Aucun moyen d'être sûr. C'était la pure vérité dans toute son horreur. Il remit la pierre en place, emportant le registre dans sa chambre avec lui. Il le glissa sous son oreiller avec le revolver, pensant qu'il devrait le brûler, sachant qu'il ne s'y résoudrait jamais. Les meilleures pages qu'il avait écrites de toute sa vie se trouvaient dans le registre, seule fois où il avait jamais écrit ce qu'il pensait vraiment. Il s'allongea, résigné à passer une nuit blanche, cherchant une nouvelle cachette. Sous une lame de parquet, au fond d'un placard, ou peut-être ce vieux truc, le laisser bien en évidence sur une étagère, un volume parmi d'autres, coincé entre la femme totale d'un côté et un volume du Reader's Digest de l'autre. Non, c'était quand même trop risqué. Il ne pourrait plus sortir de chez lui sans être rongé par l'inquiétude. Un coffre à la banque, peut-être? Non. Il le voulait à côté de lui, à portée de la main. Il voulait pouvoir l'ouvrir et le lire. Il finit cependant par s'assoupir, et son esprit, libéré par le sommeil tout proche, partit lentement à la dérive, comme une balle de flipper au ralenti. Il faut le cacher, c'est certain. Si Franny avait mieux caché le sien, si je n'avais pas lu ce qu'elle pensait réellement de moi, son hypocrisie, si elle avait... Harold se redressa tout d'un coup dans son lit, en poussant un petit cri, les yeux écarquillés. Il resta assis un long moment, puis se mit à frissonner. Savait-elle? Étaient-ce les traces de pas de Fran? Journal? Registre? Finalement, il se recoucha, mais le sommeil mit longtemps à venir. Il se demandait si Fran portait des tennis, et si c'était le cas, à quoi ressemblait le motif de leurs semelles. Motif des semelles, motif des âmes. Lorsqu'il s'endormit, il fit de mauvais rêves et cria plusieurs fois dans le noir, comme pour écarter des choses qui désormais ne pouvaient plus l'être. Stu rentra à 9h15. Fran était pelotonnée sur le double lit. Elle était vêtue d'une de ses chemises. Elle lui arrivait presque jusqu'aux genoux, et elle lisait un livre, 50 plantes utiles. Elle se leva quand elle l'entendit. « Où étais-tu passé? J'étais inquiète. » Stu lui expliqua qu'Harold avait eu l'idée d'essayer de retrouver mère Abigail, au moins pour savoir où elle était. Il ne parla pas des vaches sacrées. « On t'aurait emmené, dit-il en déboutonnant sa chemise, mais je ne savais pas où t'étais parti. »« J'étais à la bibliothèque, répondit-elle en le regardant retirer sa chemise, qu'il jeta dans le sac à linge sale derrière la porte. Stu était très poilu, aussi bien sur la poitrine que dans le dos, et elle se souvint qu'avant de le connaître, elle avait toujours trouvé les hommes velus un peu dégoûtants. Et elle se dit aussi que son soulagement à le voir revenu la rendait vraiment un peu bébête. Harold avait lu son journal, elle le savait maintenant. Elle avait eu terriblement peur qu'Harold ne s'arrange pour se retrouver seul avec Stu, et pour lui faire quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui, quand elle venait de le découvrir? Si Harold avait laissé si longtemps le chat dormir, n'était-il pas logique de supposer qu'il ne voulait tout simplement pas réveiller le chat? Et n'était-il pas tout aussi logique de supposer qu'en lisant son journal, Harold avait finalement compris qu'il était inutile de courir après elle? Encore sous le coup de la nouvelle de la disparition de mère Abigail, elle s'était trouvée dans l'état d'esprit voulu pour voir de mauvais présages dans les entrailles d'un malheureux poulet. Mais tout compte fait, c'était simplement son journal qu'Harold avait lu, pas une confession des crimes du monde. Et si elle racontait à Stu ce qu'elle avait découvert, elle aurait l'air d'une idiote et ne réussirait sans doute qu'à le mettre en colère contre Harold. Et probablement contre elle. Non, c'est vraiment trop bête.
Alors, vous n'avez rien trouvé demanda-t-elle. Non, dit-il. Et Harold? Il avait l'air crevé, répondit Stu en enlevant son pantalon. Je regrette que son idée n'ait rien donné. Je l'ai invité à dîner quand il voulait. J'espère que t'es d'accord. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que je pourrais finir par aimer ce connard. Je ne l'aurais jamais cru ce jour-là, quand je vous ai rencontrés tous les deux dans le New Hampshire. Mais est-ce que j'ai eu tort de l'inviter? Non, répliqua-t-elle après un instant de réflexion. Non, j'aimerais être en bon terme avec Harold. Je suis assise chez moi. Je me dis qu'Harold veut lui faire sauter le caisson et Stu l'invite à dîner. Quand on dit que les femmes enceintes ont de drôles d'idées. Si Mère Abigail n'est pas rentrée demain, dit Stu, je crois que je vais demander à Harold s'il veut repartir avec moi pour essayer de la trouver. J'aimerais bien vous accompagner, dit Fran. Et il y en a d'autres qui ne sont pas totalement convaincus que les corbeaux vont la nourrir. Dick Volman, par exemple, et aussi Larry Underwood. Bon, c'est d'accord, dit Stu en se couchant à côté d'elle. Mais dis donc, tu as quelque chose sous cette chemise? Un grand garçon comme toi devrait pouvoir trouver ça tout seul, non? Effectivement, sous sa chemise, elle était nue. Le lendemain, les recherches reprirent dès 8 heures, modestement d'abord, puis avec un groupe de 6 personnes. Stu, Fran, Harold, Dick, Larry et Lucy. À midi, ils étaient 20, et à la tombée de la nuit, accompagnés comme d'habitude par de brèves averses et des orages dans les montagnes, plus de 50 personnes passaient la forêt au peigne fin, pataugeaient dans les rivières, parcouraient dans tous les sens les canyons, s'appelaient par radio, dans une confusion indescriptible. La résignation et l'appréhension avaient peu à peu remplacé l'insouciance de la veille. Malgré la puissance des rêves, qui conféraient à Mère Abigail un statut presque divin dans la zone, la plupart avaient traversé suffisamment d'épreuves pour être réalistes quand il s'agissait de survie. La vieille femme avait plus de 100 ans, et elle avait passé la nuit seule en pleine nature, et une deuxième nuit allait bientôt commencer. Le Louisianais, qui était arrivé la veille à midi avec un groupe de 12 personnes, trouva les mots qu'il fallait pour résumer la situation. Lorsqu'il apprit que Mère Abigail était partie, cet homme, Norman Kellogg, jeta sa casquette de baseball par terre. « Oh, c'est bien ma veine! J'espère que vous avez envoyé des gars lui courir au derrière. » Charlie Impening, qui était devenu le prophète de malheur de la zone, c'est lui qui avait parlé des premières neiges en septembre, commençait à dire un peu partout que si Mère Abigail avait foutu le camp, c'était peut-être un signe pour qu'eux foutent le camp aussi. Après tout, Boulder était bien trop près. Mais trop près de quoi? Beaucoup trop près de qui tu sais. Charlie se sentirait bien plus en sécurité à New York ou à Boston. Mais il n'y avait pas eu de preneur. Les gens étaient fatigués. S'il faisait froid et s'il n'y avait toujours pas d'électricité, ils s'en iraient peut-être, mais pas avant. Ils pensaient leurs blessures. On demanda poliment à Impening s'il persistait dans son idée. Il répondit qu'il allait sans doute attendre que d'autres voient la lumière, comme lui l'avait vu. Et on entendit Glenn Batman opiner que Charlie Impening aurait fait un bien mauvais Moïse. Appréhension et résignation. Si la réaction de la communauté se résumait à ces deux mots, pensait Glenn, c'est parce qu'elle n'avait pas encore perdu toute rationalité, malgré les rêves, malgré cette profonde peur de ce qui se passait à l'ouest des Rocheuses. La superstition, comme le véritable amour, a besoin de temps pour grandir et pour se connaître. Quand on construit une grange, dit-il à Nick, à Stu et à Fran, lorsque la nuit mit un terme à leurs recherches, on cloue un fer à cheval sur la porte comme porte-bonheur. Mais si l'un des clous tombe et que le fer à cheval bascule, on n'abandonne pas la grange pour autant. Le jour viendra peut-être, où nous ou nos enfants abandonneront la grange si le fer à cheval annonce un malheur, mais pas avant des années. En ce moment, nous nous sentons tous un peu étranges, un peu perdus. Mais ça passera, je crois. Et si Mère Abigail est morte, et Dieu sait si j'espère qu'elle ne l'est pas, sa mort n'aurait probablement pas pu tomber à un meilleur moment pour la santé mentale de cette communauté. Mais si elle était là pour faire obstacle à notre adversaire, écrivit Nick, si quelqu'un l'avait mise là pour maintenir l'équilibre. Oui, je sais, fit Glenn d'un air pensif. L'époque où le fer à cheval n'avait pas d'importance tire peut-être à sa fin, ou même est déjà révolue. Crois-moi, je sais. Mais vous ne pensez pas vraiment que nos petits-enfants vont devenir des espèces de sauvages superstitieux demanda Franny. Et qu'ils vont se mettre à brûler les sorcières, à cracher par terre pour conjurer le mauvais sort. Mais je ne lis pas dans l'avenir, répondit Glenn. Et à la lumière de la lampe, son visage paraissait vieux et usé. Peut-être le visage d'un magicien déchu.
Je ne parvenais même pas à me faire une idée convenable de l'effet que Mère Abigail avait sur la communauté, jusqu'à ce que Stu m'en parle un soir, sur le mont Flagstaff. Mais je sais ceci. Nous sommes tous ici à cause de 2 événements. La supergrippe, nous pouvons l'imputer à la stupidité de la race humaine, et peu importe si c'est nous qui avons fait ce splendide coup, ou les Russes ou les Lettons. Peu importe qui a renversé l'éprouvette, subsiste cette vérité d'application générale, à la fin de tout rationalisme, la fosse commune. Les lois de la physique, les lois de la biologie, les axiomes des mathématiques, tout cela fait partie de la même illusion mortelle, car nous sommes ce que nous sommes. S'il n'y avait pas eu le grand voyage, il y aurait eu autre chose. Autrefois, il était à la mode de blâmer la technologie, mais la technologie n'est que le tronc de l'arbre, pas ses racines. Les racines, c'est le rationalisme, et je définirais ce mot comme ceci. Le rationalisme est l'idée que nous pouvons tout comprendre de l'existence, une illusion mortelle, un trip mortel. Il en a toujours été ainsi. Alors, vous pouvez bien rendre le rationalisme responsable de la supergrippe si vous voulez. Mais l'autre raison pour laquelle nous sommes ici, ce sont ces rêves, et les rêves sont irrationnels. Nous avons décidé de ne pas parler de ce fait tout simple quand nous nous sommes réunis en comité. Mais nous ne sommes pas en séance en ce moment. Alors je vais vous dire ce que nous savons tous. Nous sommes ici parce que des puissances que nous ne comprenons pas nous l'ont ordonné. Pour moi, cela veut dire que nous commençons peut-être à accepter, encore au niveau subconscient, et avec d'innombrables retours en arrière dus à l'inertie culturelle, à accepter une définition différente de l'existence. L'idée que nous ne pourrons jamais comprendre quoi que ce soit à l'existence. Et si le rationalisme est un trip de mort, alors l'irrationalisme pourrait fort bien être un trip de vie, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai mes petites superstitions, dis-tu. On s'est moqué de moi, mais tant pis. Je sais bien que ça ne fait aucune différence si un type allume 2 cigarettes ou 3 avec la même allumette. Mais quand j'en allume 2, je ne sens rien du tout. Et si j'en allume 3, je suis nerveux. Je ne passe pas sous les échelles, et je n'aime pas voir un chat noir traverser devant moi. Mais vivre sans la science, adorer le soleil peut-être, penser que des monstres vont rouler de grosses boules dans le ciel quand il y a de tonnerre, je ne peux pas dire que tout ça m'excite beaucoup. Pour moi, ça ressemble un peu trop à de l'esclavage. Mais si toutes ces choses étaient vraies, demanda Glenn. Quoi, fis-tu? Eh bien, supposez que l'âge du rationalisme soit révolu. J'en suis d'ailleurs pratiquement convaincu. Et la chose s'est déjà produite, vous savez. Le rationalisme a failli nous quitter au cours des années 60, ce qu'on appelait l'ère du Verseau. Et il a pris des vacances qui ont bien failli être permanentes au Moyen Âge. Et supposez que, lorsque le rationalisme s'en va, ce soit comme si une lumière éblouissante s'éteignait et que nous ne puissions voir. Mais il ne termina pas sa phrase, ses yeux étaient perdus dans le vague. Voir quoi? Demanda Fran. Le professeur leva les yeux vers elle. Ils étaient gris, étranges, brûlant d'une sorte de lumière intérieure. Magie noire, répondit-il doucement. Un univers de merveilles, où l'eau remonte les collines, où les lutins vivent au fond des bois, où les dragons se tapissent sous les montagnes. Merveille des merveilles, Lazare, lève-toi, l'eau transformée en vin, et peut-être l'exorcisme des démons. Il s'arrêta, puis sourit. Le voyage de vie. Mais l'homme noir? Demanda Fran à voix basse. Mère Abigail l'appelle la créature de Satan, répondit Glenn en haussant les épaules. Peut-être n'est-il que le dernier magicien de la pensée rationnelle, celui qui rassemble les outils de la technologie contre nous. Peut-être est-il bien davantage, bien plus sombre. Je sais seulement qu'il est, et je ne crois plus que la sociologie, que la psychologie ou qu'une autre discipline vienne jamais à bout de lui. Je crois seulement que la magie blanche y parviendra, et notre bonne magicienne est là-bas, quelque part, en train d'errer dans la solitude. La voix de Glenn s'était presque brisée. Il regardait par terre. Dehors, la nuit était opaque. Le vent chassait la pluie qui crépitait contre la vitre du salon de Stu et de Fran. Glenn alluma sa pipe. Stu avait sorti une poignée de pièces de monnaie de sa poche et jouait à pile ou face. Nick faisait des gribouillis compliqués sur son bloc-notes. Et dans sa tête, il revoyait les rues vides de Choyo. Il entendait, oui, il entendait, une voix murmurer. « Il vient te chercher, sale muet, il se rapproche. » Puis Glenn et Stu firent du feu dans la cheminée, et tous regardèrent les flammes sans dire grand-chose. Quand les autres furent repartis, Fran se sentit abattue, malheureuse. Stu n'était pas en très grande forme, lui non plus,
Il avait l'air fatigué, pensa-t-elle. Nous devrions rester à la maison demain, nous parler et faire une petite sieste dans l'après-midi, décompresser un peu. Elle regarda la lampe Coleman et se dit qu'elle aurait préféré la lumière électrique, la belle lumière électrique qui s'allume en posant le doigt sur un interrupteur. Elle sentit ses yeux se mouiller et se le reprocha. Non, il ne fallait pas commencer, compliquer encore les choses, mais cette partie d'elle-même qui contrôlait les grandes eaux ne semblait pas vouloir l'écouter. Tout à coup, le visage de Stu s'éclaira. « Oh, j'ai failli oublier !»« Oublier quoi ?» demanda-t-elle. « Je vais te montrer. Ne bouge pas. » Il sortit et elle l'entendit descendre l'escalier. Elle s'avança jusqu'à la porte, mais il revenait déjà. Il avait quelque chose à la main, et c'était un... « Oh, Stuart, où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, heureuse et surprise. « Dans un magasin d'instruments de musique, » répondit Stu. Elle prit la planche à laver, la regarda sous tous les angles. La planche était encore tachée de bleu de lessive. « Où ça, t'as dit ?» demanda Fran. « Un magasin de musique, rue Valnut. »« Mais comment ça, une planche à laver dans un magasin de musique ?»« Ah oui, on frotte ça avec une baguette, » répondit-il. « Ça fait un drôle de son. » Il y avait aussi une lessiveuse formidable, mais quelqu'un avait déjà percé un trou pour en faire une contrebasse. Elle éclata de rire, posa la planche à laver sur le sofa et s'approcha de Stu pour le prendre par la taille. Quand ses mains coururent jusqu'à ses seins, elle le serra encore plus fort. « Le médecin a dit qu'il fallait lui jouer de temps en temps un peu de trombone, dit-elle. « Quoi ?» fit Stu. Elle se colla contre son cou. « On dirait qu'il aime ça, et moi aussi. Est-ce que tu veux bien me jouer du trombone ?»« Je veux bien essayer, dit Stu. » Le lendemain après-midi, à 2h15, Glenn Batman fit irruption dans leur appartement sans frapper. Fran était chez Lucy Swan, les deux femmes essayaient de faire un 4/4. Stu lisait un roman de cow-boy et d'indien, et quand il vit Glenn, pâle, les yeux hagards, il jeta son livre par terre. « Ah, Stu, mon vieux Stu, je suis content que vous soyez là. »« Mais qu'est-ce qu'il y a, Glenn ? Ça y est, on l'a trouvé ?»« Non, répondit Glenn, en se laissant tomber dans un fauteuil, comme si ses jambes avaient tout à coup refusé de le porter. « Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles, ni de bonnes nouvelles, mais c'est très étrange. »« Ben quoi, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Stu. « C'est Kojak, dit Glenn. J'ai fait la sieste après le déjeuner, et quand je me suis réveillé, Kojak était là, sous la véranda. Il dormait. Il est en très mauvais état. On dirait qu'il est passé à la moulinette, mais c'est lui. »« Vous voulez parler du chien, de Kojak ?» demanda Stu. « Oui, exactement, répondit Glenn. « Et vous êtes sûr ?»« Ah oui, il a la même médaille de Woodsville et le même collier de cuir rouge. C'est le même chien. Et il est vraiment squelettique, et il s'est battu, je crois. Dick était ravi de s'occuper d'un animal pour changer un peu, et il m'a dit qu'il a perdu un œil. Il a de vilaines blessures sur les flancs et sur le ventre, certaines infectées, mais Dick s'en est occupé. Il lui a donné un sédatif et lui a bandé le ventre. Le vétérinaire pense qu'il a dû se battre avec un loup, peut-être même plusieurs. Mais il n'a pas la rage, c'est certain. Ce foutu chien, continua Glenn en hochant lentement la tête, et deux larmes roulèrent sur ses joues. Ce foutu chien est revenu me voir. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais laissé, Stu. J'ai l'impression d'être un salaud. Mais vous ne pouviez pas l'emmener, Glenn, pas en moto. Ah oui, dit-il, mais il m'a suivi, Stu. Et ces choses-là, ça n'arrive que dans les livres. 3000 kilomètres à la poursuite de son maître. Mais comment a-t-il fait ? Hein, comment ? Peut-être comme nous, dit Stu. Les chiens rêvent, vous savez, j'en suis sûr. Vous avez déjà vu un chien endormi dans la cuisine quand les pattes se mettent à tressaillir ? Je connais un vieux bonhomme à Arnett, Vic Palfrey. Il disait que les chiens font deux rêves, un bon et un mauvais. Le bon, c'est quand les pattes gigotent, et le mauvais, c'est quand il grogne. Réveillez un chien en plein milieu d'un mauvais rêve, et il risque de vous mordre. Glenn secouait la tête, médusé. « Vous dites qu'il a rêvé ?» Alors, ce que je dis, c'est pas tellement plus bizarre que ce que vous nous disiez hier soir. « Oh oui, dit Glenn, je peux parler de ça pendant des heures et des heures. Le plus grand moulin à parole de tous les temps. Mais quand ça arrive vraiment... » « Ah ouais, bon pour la théorie et zéro pour la pratique, dis-tu. »« Oh, allez vous faire foutre, dit Glenn. Est-ce que vous voulez voir mon chien ?»« Bah, évidemment, dis-tu. » Glenn habitait à 2 rues de l'hôtel Bouldérado.
Le lierre qui grimpait sur le treillis de la véranda était moribond, comme la plupart des pelouses et des fleurs à Boulder. Sans arrosage quotidien, l'aridité du climat avait fait des ravages. Sous la véranda, une petite table ronde avec un gin tonic. « Oh, vous ne trouvez pas que ce truc-là est dégueulasse » demanda Stu. « Si, dit Glenn, mais ça n'a plus tellement d'importance après le troisième. » À côté du verre, un cendrier avec 5 pipes, quelques livres, le zen et la motocyclette, tout du cru, match au pistolet, tout sous verre, et un sachet de crackers Kraft au fromage. Kojak était couché par terre, son museau lacéré appuyé sur ses pattes de devant. Maigre comme un clou, le chien avait manifestement passé un mauvais quart d'heure, mais Stu le reconnut aussitôt. Il s'accroupit et lui caressa la tête. Kojak se réveilla et le regarda d'un air joyeux. Il semblait sourire, à la manière des chiens, naturellement. « Bon chien, dit Stu, en sentant un gros noyau monter et descendre bêtement dans sa gorge. Comme un jeu de cartes que l'on étale sur la table, il vit tous les chiens qu'il avait eus depuis ce jour où sa maman lui avait donné Old Spike pour ses 5 ans. Combien de chiens? Peut-être pas autant que de cartes dans un jeu, mais beaucoup quand même. Il aimait les chiens, et à sa connaissance, Kojak était le seul à Boulder. Il jeta un coup d'œil à Glenn, mais détourna aussitôt les yeux. Même un vieux sociologue chauve, qui lit 3 livres d'un seul coup, n'aime pas trop qu'on le voie faire de l'eau avec ses yeux. « Bon chien, répéta-t-il. Kojak frappait les planches avec sa queue, acceptant probablement le fait qu'il était effectivement un bon chien. « Je reviens dans 1 minute, dit Glenn d'une voix enrouée. Il faut que je fasse un petit tour à la salle de bain. D'accord, dit Stu, sans le regarder. Bon chien. Oh, mon bon vieux Kojak. Oh oui, un bon chien. Et la queue de Kojak continuait à tambouriner. Tu peux te retourner? Allez, fais le mort, mon vieux, tourne-toi. Et Kojak se tourna sur le dos, pattes de derrière écartées, pattes de devant en l'air. Stu eut l'air inquiet quand il passa doucement la main sur les bandes blanches qui couvraient le ventre de la bête, comme un accordéon. Plus haut, il vit de vilaines marques rouges. Le pansement recouvrait sûrement des plaies très profondes. Kojak s'était fait attaquer, c'était sûr, et certainement pas par un autre chien errant. Un chien aurait attaqué au museau ou à la gorge. Ce qu'il voyait là était l'œuvre d'un animal plus petit qu'un chien, plus sournois. Une meute de loups, peut-être. Mais Stu ne croyait pas vraiment que Kojak ait pu échapper à une meute. En tout cas, il avait eu de la chance de ne pas se faire tailler en pièces. La porte claqua, Glenn était revenu. « Apparemment, il a eu de la chance de s'en tirer, dit Stu. »« Oui, les blessures étaient profondes et il a perdu beaucoup de sang, répondit Glenn. Et moi qui l'ai laissé. Vous disiez que Dick parlait de loups? Oui, des loups, ou peut-être des coyotes, répondit Glenn. Mais il ne croyait pas vraiment que des coyotes puissent faire autant de dégâts, et je suis de son avis. Stu donna une petite tape amicale sur la croupe du chien, qui se remit sur le ventre. Moi je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pratiquement plus un chien, et qu'il reste suffisamment de loups dans un seul endroit, et à l'est des Rocheuses par-dessus le marché, et qu'ils abîment autant un brave chien. Oui, nous ne saurons sans doute jamais pourquoi, dit Glenn. Pas plus que nous ne saurons pourquoi cette foutue épidémie a éliminé tous les chevaux, mais pas les vaches, et la plupart des êtres humains, mais pas nous. Mais tout ça, je ne veux même pas y penser. Je vais essayer de lui trouver de la viande hachée, ou du moins ce qu'on nous vendait comme de la viande hachée, ces espèces de trucs tout secs en sac en plastique. Stu regardait Kojak, qui avait refermé les yeux. Ouais, il est vraiment amoché, mais rien d'irréparable. Je l'ai vu quand il s'est retourné. On pourrait même peut-être lui trouver une chienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonne idée, dit Glenn. Est-ce que vous voulez un gin tonic bien tiède, le Texan? Oh, sûrement pas, dit Stu. Je n'ai peut-être pas fait beaucoup d'études, mais je ne suis quand même pas un barbare. Vous auriez pas une bière, plutôt? Peut-être, dit Glenn. Je crois bien pouvoir mettre la main sur une boîte de Corse. Tiède, naturellement. Oui, ben, je suis preneur, répondit Stu en suivant Glenn, mais il s'arrêta à la porte et regarda le chien endormi. Dors bien, mon vieux, et content de te revoir. Kojak ne dormait pas. Il se trouvait quelque part dans cette région nébuleuse où la plupart des êtres vivants passent pas mal de temps lorsqu'ils sont gravement blessés, mais pas suffisamment pour se trouver plongé dans l'ombre de la mort. Son ventre le démangeait férocement, son ventre brûlant qui commençait à se cicatriser. Glenn allait devoir passer des heures à essayer de lui faire oublier cette démangeaison pour qu'il n'arrache pas ses bandes, rouvre ses plaies et les réinfecte.
Mais tout cela viendrait plus tard. Pour le moment, Kojak, qui se prenait encore parfois pour Big Steve, le nom que lui avait donné son premier propriétaire, se contentait de flotter dans cette région incertaine. C'est au Nebraska que les loups étaient tombés sur lui, alors qu'il flairait la maison posée sur des vérins dans la petite ville d'Hemingford Home. L'odeur de l'homme l'avait conduit jusqu'à cet endroit, puis s'était évanouie. Où était-elle passée? Kojak ne le savait pas. C'est alors que des loups, 4, étaient sortis du champ de maïs comme des esprits de la mort. Fourrure hirsute, yeux étincelants, babines retroussées qui découvraient leurs crocs, et ce sourd grondement qui ne laissait aucun doute sur leur intention. Kojak avait battu en retraite en grondant lui aussi, toute griffe dehors. Sur sa gauche, le pneu de la balançoire jetait son ombre circulaire. Le chef de la meute avait attaqué, juste au moment où l'arrière-train de Kojak se glissait dans l'ombre de la véranda. Il avait attaqué bas, au ventre, et les autres avaient suivi. Kojak avait sauté en l'air, par-dessus la gueule du chef de la meute, offrant son ventre au loup, et quand la bête avait mordu, Kojak avait plongé profondément ses crocs dans le cou du loup. Le sang coulait, le loup hurlait et essayait de s'enfuir, tout son courage envolé. Avec la vitesse de l'éclair, les mâchoires de Kojak se refermèrent sur la truffe du loup, qui poussa un hurlement abject, le museau en lambeaux. Il s'enfuit en poussant des cris, secouant la tête comme un fou, projetant autour de lui des gouttes de sang, et par cette télépathie rudimentaire que partagent tous les animaux du même genre, Kojak comprit assez clairement que l'animal pensait « Les guêpes, oh les guêpes dans ma tête, les guêpes montent dans ma tête !» Puis les autres loups foncèrent sur lui, l'un sur la gauche, l'autre sur la droite, comme d'énormes balles de fusil, le dernier du trio restant à l'écart, échine basse, babine retroussée, prête à lui arracher les intestins. Kojak était parti sur la droite, en poussant des aboiements rauques. D'abord tuer celui-là, pour se glisser sous la véranda, s'il pouvait y arriver, et là, il parviendrait à les tenir à distance, peut-être indéfiniment. Et maintenant, couché sous l'autre véranda, il revivait le combat au ralenti. Les grognements, les hurlements, les attaques et les feintes. L'odeur du sang qui avait fini par s'emparer de son cerveau, faisant peu à peu de lui une machine parfaitement insensible à la douleur. Il expédia d'abord le loup qui l'avait attaqué sur sa droite, un œil crevé et une énorme blessure ruisselante de sang, probablement mortelle, à la gorge. Mais le loup ne l'avait pas épargné. La plupart de ses blessures étaient superficielles, sauf deux extrêmement profondes, des blessures qui plus tard laisseraient un long sillon de chair dure. Et même lorsqu'il serait devenu un très, très vieux chien, Kojak vécut encore 16 ans, bien longtemps après la mort de Glenn. Ses cicatrices lui feraient encore mal les jours de pluie. Il s'était dégagé et avait rampé sous la véranda, lorsque l'un des deux loups qui restaient, enivré par l'odeur du sang, voulut se faufiler derrière lui. Kojak s'élança sur lui, le cloua au sol et lui ouvrit la gorge d'un coup de dent. L'autre recula, presque jusqu'au champ de maïs, hurlant d'une voix mal assurée. Si Kojak s'était élancé à sa poursuite, il se serait enfui, la queue entre les jambes, mais Kojak ne sortit pas encore. À bout de force, il se coucha sur le flanc, haletant, léchant ses plaies et grondant sourdement chaque fois qu'il voyait s'approcher l'ombre du dernier loup. Puis ce fut la nuit. Une demi-lune brumeuse monta dans le ciel du Nebraska, et chaque fois que le loup entendait Kojak bouger, sans doute prêt à se battre, il reculait en hurlant. Un peu après minuit, il s'en alla, laissant Kojak seul entre la vie et la mort. Aux petites heures du matin, il avait senti la présence d'un autre animal, et, terrorisé, s'était mis à pousser des gémissements plaintifs. Il y avait quelque chose dans le champ, une chose qui marchait au milieu du maïs, qui le cherchait peut-être. Tremblant de tous ses membres, Kojak attendait de voir si cette chose allait le trouver, cette chose horrible qui faisait penser à un homme, à un loup ou à un œil, une chose noire comme un vieux crocodile. Plus tard, beaucoup plus tard, quand la lune eut disparu du ciel, Kojak sentit que la chose était partie. Il s'endormit. Et il resta 3 jours sous la véranda, ne sortant de sa cachette que pour manger et boire. Il y avait toujours une flaque d'eau sous le bec de la pompe dans la cour, et dans la maison une bonne provision de délicieux restes, ceux du repas que mère Abigail avait préparé pour Nick et ses amis. Quand Kojak se sentit la force de repartir, il savait où aller. Ce n'était pas une odeur, c'était comme une chaleur profonde venue de nulle part, une poche de chaleur qui l'attirait vers l'ouest.
Et il repartit donc, parcourut en boitillant sur 3 pattes les 800 derniers kilomètres, rongé par cette douleur qui ne cessait de lui tenailler le ventre. Parfois, il parvenait à flairer l'odeur de l'homme, sachant alors qu'il était sur la bonne voie. Et finalement, il trouva l'homme. Et désormais, il n'y aurait plus de loup, et il y aurait de quoi manger, et il ne sentait plus cette chose noire, l'homme qui puait le loup, l'homme qui pouvait vous faire croire qu'un œil pouvait vous voir à des kilomètres de distance s'il se tournait vers vous. Pour le moment, tout allait bien, et Kojak se laissa aller plus profond, se laissa emporter par le sommeil, et maintenant par un bon rêve de course après des lapins, dans un champ de trèfle et de fléoles des prés qui lui arrivait jusqu'au ventre, humide de rosée. Et il s'appelait Big Steve, et là-bas c'était la route 40. Comme il y avait plein de lapins ce matin gris qui n'en finissait plus. Ses pattes tressaillaient tandis qu'il rêvait.